Bonjour et bienvenue sur Et Action, le podcast qui s'intéresse au métier de réalisateur. Et qui de mieux pour ça que d'accueillir des réalisateurs. Bravo. Cette prochaine heure sera l'occasion de nous partager leur parcours, leur histoire du début à aujourd'hui, le quand, le comment, le pourquoi. Et oui, pourquoi vouloir s'infliger une telle souffrance ? Pourquoi ne pas vouloir travailler dans un open space avec des heures fixes et des team building entre collègues ? Pourquoi ne pas vouloir accéder au sein CDI avec un vrai salaire pour pouvoir louer un appartement ou contracter un prêt ? Pourquoi ne pas vouloir faire un vrai travail, quoi. On l'a tous déjà entendu une fois. Cette émission est une lettre d'amour à tous ceux qui, un jour, ont rêvé de devenir réalisateurs et tentent aujourd'hui ce parcours du combattant. Je m'appelle Louis Herriot, je suis réalisateur, mais aujourd'hui présentateur de votre émission Et Action. Aujourd'hui, nous accueillons Léo et Théo. C'est pratique. Ouais, c'est pratique, ça rime. Vous allez bien ? Bah oui, il pleut, mais ça va. Écoute, moi je me meus comme Sarkozy depuis ce matin parce que j'ai le dos bloqué, mais sinon ça va. Moi aussi j'ai mal. Vous avez mal Non, mais quelque c'est part ? pas un concours. Hein. Je suis intéressant. Moi aussi, parfois j'ai mal au dos, je sais pas vous, mais... Moi c'est des douleurs plus internes que j'essaye de mettre dans mes films, mais j'ai mal aussi, quoi. Bon, allez. Et donc vous êtes réalisateur, Oui. donc allez-y, présentez-vous. Bah, qui commence ? Honneur aux jeunes. Allez Léo. Et bah, je m'appelle Léo Faure. Je suis jeune réalisateur parce que je gagne pas encore ma vie avec. J'ai fait plusieurs courts-métrages, d'abord en coréal. Maintenant, j'en fais tout seul. D'accord. J'ai eu un projet de série qui s'est développé, mais pas tellement. Voilà, j'ai fait quelques trucs. Et toi, Théo ? Alors moi, je suis comédien et réalisateur. Ok. Et j'ai fait aussi quelques courts-métrages et une série Ok. qui est sur Culture Box. Ok. Que j'ai co-réalisé. Ok. Et donc, toi tu l'as dit, Léo, donc c'est pas encore ton métier à proprement parler, parce que tu ne gagnes pas encore ta vie comme ça. Et donc, qu'est-ce que tu fais à côté ? Eh ben, je suis comédien, justement. D'accord, ok. Comédien, majoritairement en doublage. Alors, j'ai eu un petit tournage, là, il n'y a pas longtemps, c'est toujours cool, on prend. Mais je fais surtout du doublage, Ok. d'un peu de tout. Et toi, Théo ? Moi, je fais très rarement du doublage, et c'est assez récent. Mais sinon, je viens du théâtre et je fais du théâtre. Et tu gagnes ta vie Oui, c'est comme ça que je gagne ma vie. D'accord, ok. Là, je joue au Splendide. Ok. Avec un spectacle qui s'appelle No Limites, Ok. de Robin Goupil, écrit et mis en scène avec deux Robin Goupil, et qui joue aussi dedans d'ailleurs. De quand à quand ? Ça joue... Alors, j'ai pas trop le droit de le dire parce que c'est le théâtre privé, donc c'est vraiment en fonction du succès. Mais Ok. comme ça démarre bien, allez, au moins jusqu'en juin. Ok, de toute façon, l'émission, normalement, après, peut-être que l'émission sera pile diffusée à ce moment-là, donc on croise les doigts. Vous êtes... Je ne sais plus le combienième épisode, mais en tout cas, on va commencer une diffusion un peu en décalé, donc c'est pour ça, Ok. ce sera pas tout de suite. On va pas le diffuser demain, il n'y a pas de souci. Ok. Parce que je précise, parce que c'est vrai qu'on a souvent, je le répète à chaque épisode, hein, donc les habitués, ils savent que le métier de réalisateur, parfois, c'est pas forcément vivre tout de suite de ce métier-là. Il faut faire des petits jobs à côté. Il y en a certains, c'est travailler dans un café. Il y en a certains, c'est travailler sur les plateaux, faire l'intermittence en faisant de la régie, en faisant de la mise en scène. Et certains, c'est être comédien, comme vous, donc que ce soit dans le doublage ou alors au théâtre. Donc voilà, c'est pour ça c'est cool de préciser, de se dire, voilà, c'est réalisateur, c'est pas forcément on gagne 200% sa vie comme ça. En tout cas, chacun son point de vue. Il y en a certains, c'est aussi... leur point de vue sur le sujet, c'est-à-dire à partir du moment où ils ne gagnent pas leur vie comme ça, ils ne se considèrent pas réalisateurs, mais on en parlera un petit peu plus tard. Absolument. Moi, j'ai une grande question, c'est d'où vous est venu l'amour du cinéma ? Léo, je t'en prie. Eh bien, écoute, c'est par mes parents, au départ, qui sont comédiens, et ma mère qui est très cinéphile, qui allait toujours au ciné, et ça a commencé comme ça. Mais en réalité, moi, petit ado, j'ai eu un truc un peu de pas forcément, même si ça m'intéressait, comédien, etc. Et finalement, c'est ma mère qui m'a traîné au cinéma, alors que moi, je voulais jouer aux jeux vidéo quand j'avais 12 ans. Et qui m'a montré... Qu'est-ce qu'on était allé voir ? On était allé voir Le Discours d'un roi. Ok. Film... Putain, c'est si vieux que ça, le Discours d'un roi ? Ouais, ça date C'est pas mal. Léo qui est Wow. très jeune surtout.
Et de quoi? T'as dit quoi? C'est toi qui es très jeune, c'est pas nous qui sommes vieux. Enfin, Non. Peut-être 96. Si, toi, t'es quand même un peu... vieux. Ok, ça tacle direct. Ouais. Mais, Peut-être 96. 97. Ah ok, oui, bon ça, je suis de 96. Ouais, allez, avançons un peu dans l'émission. Donc on va Mais- parler de l'époque de la pellicule noir et blanc. Pardon, c'était Ah, gratuit. c'est vrai, Ton premier film, toi qui étais en Super 8 à l'époque. je me souviens. Bon, vas-y. Non, Donc non, tu disais l'amour du cinéma. Et donc, et elle m'avait un peu forcé à venir voir ce film. Et je sais pas pourquoi, parce qu'en plus je l'ai revu depuis et enfin, c'est un bon film, mais c'est pas non plus la claque cinématographique du siècle. Mhm. Et mais ce film m'a fait m'a fait réaliser ce que c'était qu'un travail de réalisateur sur un film, ce qu'on pouvait faire avec la mise en scène, etc. C'est le premier film où au cinéma, je me suis dit, ah ouais, on peut faire les choses pour transmettre un message. Enfin, pas transmettre un message, mais transmettre une histoire, une intrigue, Donc- et parfois un message. Donc pour Au toi, travers de la réalisation. l'amour du cinéma, ça a été au même moment que t'as réalisé qu'en fait, potentiellement, c'est ce que tu voulais faire. C'est ça, en Donc ça fait. existe. Ok. Vraiment, je sais pas pourquoi ce film C'est a une été espèce de combo, tel en fait. déclic, Ok, d'accord. mais ça a été. Je savais déjà, je faisais un peu de théâtre au collège, tout ça, j'aimais bien Ouais. jouer, j'aimais Mm. bien. Mais vraiment, le métier de réalisateur, ça m'est venu comme ça, un soir, après avoir vu ce film. Je me suis dit, mais c'est incroyable de faire ça, je vais faire ça. C'est Ok. marrant parce que c'est vachement, c'est un film d'acteurs, quoi. Vraiment, Oui, en plus, Oui. genre des gros acteurs, actrices anglaises. Mais oui, totalement, en plus. mise en scène au service de l'acteur, pas de... Ouais. Et puis en même temps, je l'ai revu il y a pas longtemps aussi, c'est marrant, parce que je trouve que c'est un des films où il y a vraiment, et je suis d'accord avec toi, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est vraiment le canevas des films anglais. Oui, Oui. ouais, ouais. Avec des héros qui sont très opposés, qui apprennent à se connaître, et puis ça va mal, et de plus en plus mal, puis finalement ça se débloque, et après il y a Hmm. une espèce d'épreuve finale. Bref, c'est quand même pas mal. C'est très aussi, comment on appelle ça, les films historiques, tu vois, il y a un truc aussi, ça suit les mêmes trames scénaristiques d'un film historique, d'un biopic. Il y a vraiment ce truc de, on va prendre un petit moment de sa vie, de conflits internes et tout ça, ce qui est génial pour un acteur. Donc c'est vrai que je trouve ça super intéressant. Et toi, Théo? Moi, c'est La Guerre des mondes de Spielberg, et c'est précisément un moment dans le film où avant ça, j'aimais aller voir des films, et j'avais Ok. déjà eu des très grosses émotions au cinéma, et très souvent avec Spielberg. T'avais eu un déclic genre jeune où tu t'es dit genre j'aime le cinéma, il y a un truc là avec le cinéma, tu savais pas encore que tu voulais en faire ton métier? Disons que la différence, c'est que par exemple, quand j'étais petit, Mhm. je n'ai pas vu Jurassic Park à sa sortie, et j'avais beaucoup de mal à ne serait-ce que voir une minute du film. Il y avait Pourquoi des gens qui regardaient Jurassic Park dans un salon, moi je me cachais derrière les fauteuils. T'avais J'avais peur Très très peur, ouais. Ah ok, d'accord. J'ai toujours été très trouillard. Par contre, quand j'ai vu La Guerre des mondes, je crois que j'avais 15 ans, et dans ma tête, j'allais voir un truc genre Independence Day, avec voilà, il allait y avoir des batailles et tout, et j'ai été très très choqué du film. Je sais pas, ça m'a vraiment touché à un endroit très fort, et je me souviens à la première scène où il y a un tripode qui sort du sol, il y a un plan où il y a le trou qui s'est déjà formé au milieu de la place de la ville, et t'as un truc qui sort du sol, la caméra le suit, enfin vraiment le mouvement est parfaitement synchrone, et après le mouvement de la caméra précède légèrement cet objet qui va retomber au sol et qui va écraser une voiture, et c'est vraiment le moment où je me suis dit, ah ouais, en fait Il y a une juste par caméra. ce mouvement-là, il déculpe, ça fait x2 Ok. au mouvement d'écrasement, et en fait c'est ça de la mise en scène au Ok. cinéma. Donc toi, c'était le flash mise en scène de... À ce moment-là, ouais. Ok. Ouais. Et t'avais 15 ans? Et je crois que c'était 2005 la sortie du film. Ok. Ouais. Et c'était genre c'est un peu comme Léo, c'est-à-dire c'était une révélation, j'aime le cinéma, et en plus, genre une espèce de truc de j'aime le cinéma, et en plus, waouh, il y a de la mise en scène derrière, potentiellement j'ai envie d'en faire. C'était un peu pareil, le truc en même temps, ou c'était vraiment juste, waouh, le cinéma j'adore, je vais y aller tout le temps. À ce moment-là, c'était vraiment la mise en scène. Ok. Et avant ça, moi je viens du Jura. J'avais 3 chaînes à la télé, Ouais. et 3 et demi parce qu'il y avait Canal+ en clair. Et j'aimais beaucoup les films et tout, mais j'avais un rapport très people et très sacralisé au cinéma. Et genre, très tôt, gamin, je regardais Cannes, les cérémonies d'ouverture et de fermeture, ou les Ah oui, Césars. d'accord, ok, C'était oui. la messe pour moi. J'étais hyper ému Ok. à chaque fois qu'il y avait des gagnants et tout, Et machin. ça a commencé quand c'est des... Je sais pas, vers 5-6 ans, un truc comme ça. Ah ouais, Vraiment, genre c'était ton très, très truc... jeune.
Ah oui, donc il y a vraiment eu un truc de la guerre des mondes, c'est le déclic, mais avant, tu avais quand même une espèce d'attachement au cinéma très très fort. Donc pas les films, mais tout ce qui l'entoure, c'est ça? Ouais, après il y a aussi il y a l'émotion pure de. Enfin, je pense qu'on se souvient tous du premier film qu'on a vu, ou même qu'on pense avoir vu, parce que sans doute on en a vu d'autres. Mais quand j'étais encore plus jeune, j'ai vu L'Enfant Lion au cinéma, pareil. Et tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai été terrifié. J'étais sous le siège tout le temps. J'étais pareil. J'ai vaguement des images comme ça, mais j'étais en pleurs. Je faisais chier tout le cinéma. Mes parents savaient pas comment me gérer et tout. C'était affreux. Mais l'émotion primaire du cinéma, c'était là. L'Enfant Lion, c'est bien. C'est un film qui se passe en Afrique, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il y a un moment, il y a des abeilles? Oui, absolument. Ok, Ouais. je l'ai vu en VHS, ce film. Quand j'étais jeune, je pensais que c'était un film obscur. Je savais même pas qu'il avait eu le droit à une sortie ciné. Tu vois. Je l'ai jamais revu. Mais Moi, il m'a marqué ce film. ouais, bah moi aussi du coup. Mais Je pensais voir un film de super-héros, Bon, tu vois. mais j'avais été quand même. J'étais waouh, il se passe il y a un délire quoi. Ouais, je sais pas si je veux le revoir du coup. Pour pas casser le truc. Ouais. Ouais, Mais je par comprends, contre, pareil, je comprends de j'ai ouf. l'image des abeilles et il doit y avoir du feu à un moment dans le Ouais, film. et moi il y a le gamin qui crie et qui pousse un rugissement, il y a son cri qui se mêle au rugissement, enfin c'était vraiment... moi je l'avais vu sur une toute petite télé cathodique, toute claquée. Ah oui, il a l'air obscur ce film. Ce que Mais- je disais, j'étais pareil, parce que moi j'étais pareil dans le sens où au cinéma petit, enfin Shrek, je suis sorti de la salle, Spider-Man 2, je suis sorti de la salle. Enfin, C'est parce qu'il est jeune. Je rigole. mais non, l'enfant lion. L'Enfant Lion. Je sais pas qui l'a réalisé, je sais pas. Je sais pas non ce qui est plus. devenu ce film. Moi non plus. Mais je lui dois tout. C'est vrai que moi je suis sorti 2 fois de la salle. C'était la première fois, c'était les frères Grimm, c'était ma nounou qui m'avait envoyé, genre qui m'avait montré le film pensant que ça allait être genre les contes de Grimm, c'est mignon. Non, c'est un film d'horreur. Genre au moment où t'as l'espèce de gamin qui se fait avaler par le cheval, enfin c'est trop bizarre cette scène. J'étais terrorisé. Elle m'a fait, je pense qu'on va sortir. Il y a des films comme ça, genre Le Labyrinthe de Pan aussi, qui est sorti peu de temps après Narnia. Ouais. Ah, et donc tous les enfants sont allés voir. en se Tiens, disant un ah peu ouais. d'Heroic Fantasy, il y en a plein. Ça fait du horrible. bien, il faut y aller. Si violent ce film. Ah, moi, j'ai attendu le cours d'espagnol. Tu sais, le vendredi après-midi, en fin d'année, à 15h, quand la prof fait bon, bah allez. Mais à 14 ans, ça va. Mais quand même, il y a des trucs super violents dans le film. Ouais, mais à 14 ans. Moi, j'avais peur. Ah ouais? Bien sûr. Ouais, Ah oui, ok. Mais encore là, aujourd'hui, je pense que tu me fous devant Saw, que je n'ai jamais vu. J'ai peur. C'est pas. Enfin, le premier, si je te le conseille. Les autres, pas trop. Mais le premier est vraiment bien. Ouais, bah, il fait sans doute très peur. En vrai, c'est plus psychologique. C'est-à-dire que je pense, moi, je suis un amateur de films d'horreur. Moi, j'en dévore à mon insu depuis que j'ai 7 ans, parce qu'un pote a trouvé que c'était une excellente idée de me montrer Alien et Shining. On a le même âge, hein, c'est juste ses parents étaient beaucoup plus chill que moi. Et j'avoue, la première fois que j'ai vu Alien, j'étais en mode, c'est ouf. C'est genre j'étais en mode, t'étais en tension et tout ça. Moi, j'adore. Moi, franchement, j'adore. Et après, j'en ai bouffé. Moi, j'avoue, les Paranormal Activity, je pense que je les ai tous bouffés sur mon iPod, tranquille chez moi, caché, en mode genre surtout faut pas qu'on me capte, parce que je les matais jusqu'à 3h du mat. Ah ouais, non, j'ai jamais pu faire ça. J'ai un pote qui m'a montré Cloverfield quand j'avais genre 8-9 ans. Ouais. Mais le soir, j'étais là, waouh, mais je vais jamais pouvoir dormir. À tout moment, on va se prendre une météorite sur la gueule avec des aliens immenses qui vont tous nous bouffer. Il est terrifiant ce film. Ça, j'adore ce film. Pour le coup, ça, je peux regarder. Je suis tellement fasciné. C'est très action, peut-être, plus, non? C'est films de monstres, et pour le coup, Ouais. je cours après les films de monstres. Ok. J'adore ça. Et fun fact, j'ai été à côté de l'actrice Lizzie Kaplan dans un avion par hasard, Pas mal. alors que le film venait de sortir. J'ai pas osé aller lui parler. Ah, C'est pas grave. Mais c'est trop bien. Et Cloverfield, j'avais eu l'idée 1 an avant. Je m'étais dit, ça doit être trop bien un film de monstre avec un caméscope. avec un caméscope. Un petit caméscope et tout. Ah, tu m'étonnes. Allez, salaud d'américain. Bref. Ouais, tu m'étonnes. Mais c'est un peu le genre de high concept, genre si tu l'as pas avant, tu sais que Ouais. il y aura, ça va exister. Quelqu'un Déjà, va le faire. c'était pile la pique de. Non, c'était pas du tout. Ouais, c'était fin des années 2000. Ouais, c'est ça, c'était quoi, T'avais 5 ans justement les Paranormal Activity qui étaient en pleine bourre, Ouais, les c'est ça. crimes, Ouais. les Scary Movie. Enfin, t'avais un gros truc du Autour de film, l'horreur, ouais, bien sûr. film d'horreur à ce moment-là. Mais il y avait. C'est Matt Reeves, je dis pas de conneries, le réal. C'est produit par Abrams. C'est produit par Abrams. Ouais. Et je crois que c'est Matt Reeves, le réal, qui Ouais. depuis est quand même en train de devenir un des meilleurs réals américains. Quoi. Il est vraiment brillant, ce mec. C'est vrai que Bref. j'ai jamais Et- fait l'après de ce film. De retourner dessus avec un œil nouveau. Plus Moi, je le éduqué. trouve vraiment excellent. Mais c'est intéressant qu'on sache pas bien
qui est le réal de ce truc, je trouve, parce que en fait la promo du film a été tellement c'est tellement épique. épique et ouais, effectivement basé sur, on sait, enfin voilà, Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? jeu de piste géant pour les C'était gosses. trop bien. Genre tous les sites qui ont été ouverts. Mais c'est vrai qu'il y avait eu tout ce. Mais ouais, non, mais ce franchement, truc-là autour du film. c'était le premier film à faire une communication via Internet Ouais. aussi importante, avec vraiment genre ce truc de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. C'était vachement impressionnant en vrai à l'époque. Bah, c'est Abrams, il est fort. Bah ouais, c'est. Si ces films étaient aussi bons que ça Hélas. comme. Pourvu qu'il n'écoute jamais ceci. Mais oui. Exactement. Sorry Abrams, I don't. Je suis d'ailleurs la voix française officielle de J.J. Abrams. Ce n'est pas une blague. Quoi Quoi Cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? C'est vrai. Non, vraiment. Non, en fait, il se trouve que j'ai fait les ambiances et petits rôles sur Star Wars 9, le dernier de la saga Skywalker, et dans lequel je fais des clones qui font attention derrière vous, machin, etc. Enfin, des petites conneries. Ouais. Mais il se trouve que dans ce film, il y a un Star petit Wars. robot qui est sur une roue, qui retrouve et où il y a un plan, etc. C'est vraiment un robot lampe, quoi, mais finalement, il se trouve que c'est un robot hyper important et il dit des petits mots du style manger, bonjour, oui, et c'est J.J. Abrams qui a fait la VO Énorme. et c'est moi qui ai fait la VF. Du coup, techniquement, je suis la voix française de J.J. Abrams. Ok, bah tu lui diras jamais ce qu'on vient de dire. Tu Non, promets le jour où on fait une rencontre, Mais c'est important que tu le dises là, comme ça. Ouais, plus comme ça, tu vois, personne c'est pourra enregistré, essayer de piquer le rôle. Est-ce que quand vous étiez petit, alors vu que votre amour un peu de cette envie de mise en scène s'est né autour de 14-15 ans, est-ce que vous avez pris le caméscope? Est-ce que vous avez commencé à tourner des trucs Vas-y Théo, je te laisse commencer. C'est moi qui ai Ouais. commencé sur la précédente. J'ai fait des trucs catastrophiques, mais j'ai fait un truc trop stylé quand j'étais gamin. Mais c'est pas vraiment prendre le caméscope et tout. Mais mes parents m'avaient construit un écran pour faire des ombres chinoises en forme de petit castelet de cinéma. Et un peu par hasard, il y avait un tapis de la salle de bain qui posé de l'autre côté de l'écran pouvait vraiment passer pour un tapis d'algues hyper bien fait. Et j'avais fait toute une mise en scène avec un bateau Playmobil, comme quoi c'était machin, etc. Ça, c'était très réussi. Et après, j'ai voulu filmer le bateau qui coule sur le lac à côté de chez moi, parce que je venais de voir Titanic. Et on avait mis un plastique blanc sur un rocher pour faire l'iceberg et tout, avec le caméscope de mon grand-père. Et, ça s'est arrêté là. Vraiment, c'était nul. nul. Et moi, ça a été plein de trucs. J'ai commencé en tant qu'acteur devant le caméscope de ma sœur. Énorme. Qui me déguisait en Britney, littéralement. Je me faisais maquiller, boucle d'oreille. Enfin, non, peut-être pas boucle d'oreille, mais j'avais 4 ans et demi. J'étais pas du tout consentant de quoi que ce soit. Mais elle m'habillait vraiment comme une meuf. Et elle me mettait devant le caméscope et disait vas-y, fais Britney. Et moi, j'étais, je sais pas. Et on a fait, après, en grandissant des trucs un peu plus ensemble, des fausses pubs, des conneries. Okay, marrant. J'en ai fait aussi avec des potes. J'avais un pote qui est plus tard. En fait, c'est marrant, j'en ai fait un peu tout au long de mon enfance et début adolescence. Des trucs comme ça, et que c'était avec des potes, ça changeait. Et j'ai même fini par faire une colonie de vacances cinéma. Ok, t'avais quel âge? J'avais 12-13 ans, je crois. 13 ans, ouais, je devais être en 5e. Ok. Enfin bref. Et donc c'était après la vision du discours d'un roi. Ouais, j'étais déjà un peu plus ok, c'est ça que je veux faire. Ouais, c'est ça. Ah, t'étais déjà toi, genre, je veux être dans le ciné. Ouais, totalement. Wow, ok. Et j'avais j'avais cette colonie de vacances où on était pendant 2 semaines avec que des gens qui voulaient faire ça. Mmh. Et ça devait être stylé, ouais. Et c'était vraiment chouette. En vrai, on n'avait pas du matos de fou, on avait un caméscope, voilà. Mais quand même, il mettait à dispo un peu de costumes, 2-3 trucs, il y avait de quoi faire un mini rail de travelling. Genre vraiment non, franchement, basique, c'est cool. avec un rail un rail et demi et un plateau en bois avec des roulettes, quoi. Mais on avait des petits trucs comme ça de base, et puis même faire du montage sur il y avait genre Première sur des ordi et tout. Putain, c'est ouf. C'était où? C'était pas très loin de Lyon, c'était dans cette région-là. Ouais, dans le sud. Ouais. Ok. Franchement, c'est stylé ce genre d'initiative, je trouve. Et que tes parents t'y envoyaient. Ouais, en fait, j'allais déjà en colonie de vacances quasiment tous les étés, mais je sais plus, ma mère avait entendu parler de cette colonie de vacances qui
qui faisaient des trucs à thème comme ça, et t'en avais où tu pouvais jouer aux jeux vidéo, t'en avais où tu... Moi, ouais, je vais aller aux jeux vidéo. Ouais, non, je ne pas en colonie de vacances pour jouer aux jeux vidéo, gars. Ouais. Surtout qu'en plus, c'est genre, c'est pas créer, c'est jouer, etc. Ouais. Genre, non, mais t'en avais aussi autour de la création de jeux vidéo. Enfin, c'est vraiment, je sais pas. C'est génial, je sais pas ce que c'est que ce conglomérat de colonies de vacances. Aujourd'hui, faire des... Non, j'allais dire un truc de boomer. Ah. Mais faire des toc-toc, tu sais. Genre... Ah ouais, oui. Je suis sûr que ça existe. Mais maintenant, je suis sûr. Je suis peut-être pas en France, peut-être plus aux États-Unis ou en Angleterre. Je suis sûr qu'il y a des formations. Ouais. Ah, mais ça, il y a des formations. Peut-être pas des formations AFDAS, tu vois, mais. Peut-être pas pour des enfants de 12 ans. Je sais pas. Déjà que normalement, c'est censé être illégal avant 13 ans. Ouais, non, je sais pas, mais il doit y avoir un truc. Cette interdiction d'ailleurs. Ça marche très bien. Ça marche très très bien. D'ailleurs, ils veulent le passer à 15 ans, je crois, maintenant. Enfin bref. Et donc j'avais fait ça, et ce qui est quand même chouette, c'est que l'air de rien, après, t'apprends tes erreurs, des conneries que tu fais sur ces trucs-là, et même si c'était irregardable à la fin, tu t'apprends des choses, tu te rends compte qu'il y a des choses que t'aimes, des choses que t'aimes moins, et même plus tard, quand je me suis branché sur le montage, je me suis rappelé de comment j'étais devant l'ordinateur sur Première dans cette colonie de vacances, et je me suis dit, ah ouais, en fait, t'aimais vraiment faire ça. Donc... Trop marrant. Trop stylé. Donc voilà. Et ça, donc là, vous êtes un peu dans votre vie, vous avez cette envie de réaliser des films, en tout cas de vouloir en faire votre métier. Si j'ai bien compris, c'est à peu près ça. Et ça a été quoi, en fait, les étapes d'après vas-y Léo, genre l'étape d'après de te dire genre qu'est-ce que c'est un peu la planification de ma vie, études, tout ça, c'est quoi la suite quoi. Tu veux dire une fois passé ce truc du déclic, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Une fois passé ce truc du déclic, c'était quoi, genre ça a été école de cinéma direct en sortant du bac. Moi, j'avais tous les profs qui étaient mais non, vas-y, Fab, à l'époque, c'était pas Parcoursup, mais c'était un autre truc, je me rappelle plus le nom. C'était la fac de Nanterre sur Parcoursup, art, littérature, théâtre et tout. J'étais non, moi je veux faire une école de ciné, les gars. C'est bon, me faites pas chier. Même le proviseur était venu me chercher en mode vas-y, mais sur Parcoursup. J'étais non, je veux pas. donc ouais, j'avais postulé pour être dans l'école de Besson. Okay. Où j'avais passé tous les tours jusqu'au dernier que j'ai pas eu. Okay. Et j'ai fini à l'ESRA, comme beaucoup de gens, y compris toi. Y compris moi. Mais qui, franchement, bon, là, c'est défauts et ses qualités, cette école. Mais, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a plein de choses que je reproche à l'école. Beaucoup de choses qui, en fait, aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, ne sont plus le cas. Tu vois, genre, le fait d'avoir 4 cours avec des noms différents qui, en fait, sont exactement la même chose dans le tronc commun des premières années, en fait, tu te rends compte que, c'était un peu du foutage de gueule, quoi. Si tu passais peut-être 6-7 heures de la semaine à faire les mêmes genres de cours, mais juste avec des points de vue différents. T'en avais un, c'était scénario, t'en avais un, c'était mise en scène. Ouais. Franchement, pour différencier les deux, fallait y aller, quoi. Non, mais après, ces écoles-là, de toute façon, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui désirent en faire ou qui réfléchissent à en faire, c'est du réseau. Bien sûr, c'est pour ça. Tu payes pour rencontrer des gens qui travailleront plus tard et qui sont tes amis. Et donc, en fait, le principal dans ce genre d'école, c'est de rencontrer des gens, de se faire des potes, de faire des projets aussi. Ouais, parce qu'en général, tu as quand même accès à un matos, même s'il est minime, plutôt pas mal pour te débrouiller sans trop lâcher dessous, en dehors de ceux que tu donnes à l'école. Qui ne sont pas petits. Voilà, qui eux ne sont pas petits. Mais l'air de rien, tu vois, je ne serais pas dans cette pièce avec vous si j'avais pas fait cette école. Bien sûr. Même si Théo n'y était pas, j'ai rencontré Théo via quelqu'un que je connaissais de l'école. Toi, je t'ai rencontré à l'école. On s'est rencontré à l'école. Donc, et ça vaut pour au moins la moitié des gens avec qui j'ai bossé sur mes projets. Hein. Mais bien sûr, mais je suis complètement d'accord. Je pense que de loin via cette école. Ouais, je pense que l'école a ses premiers intérêts, en fait, qu'importe celle que vous faites. En fait, prenez-la comme un début de réseau qui va vous tenir pendant les dizaines d'années qui vont suivre, quoi. Et surtout, ne voyez pas ça comme une école, parce qu'ils vous fileront le diplôme, mais sans aucun problème. Vous pourrez même ne pas vous pointer, du moment que vous lâchez vos sous, ils vous fileront à quasi coup sûr le diplôme à la fin, qui ne servira à rien. Alors, ça, c'est peut-être plus dans les écoles privées. Peut-être, je pense, école publique, peut-être moins. École publique, de toute façon, je pense qu'il y a une certaine exigence déjà à l'entrée qui fait qu'en général, les gens qui s'y retrouvent... Parlons-en. Alors ouvrons les dossiers. Toi, Théo, qu'est-ce que ça a été, toi, donc après le déclic, ça a été quoi les étapes d'après ? Alors moi, j'ai
aimé le cinéma, etc. Et je me suis dit, il y a de la mise en scène, machin, mais j'ai quand même, je me suis dirigé, mes parents sont comédiens aussi, et je me suis d'abord dirigé vers une carrière de comédien pendant longtemps. Et donc très rapidement, j'ai fait une première école qui était à Agen, entre Toulouse et Bordeaux, qui était une école privée qui s'appelait le Théâtre du Jour. Qui n'existe plus ? Qui n'existe plus. D'accord. Aujourd'hui, et qui va peut-être renaître de ses cendres. Je sais pas si c'est pour le mieux d'ailleurs, mais en tout cas, ça a été 3 années super, très heureuses, un peu innocentes. On jouait tout le temps, c'était une école de théâtre où on jouait tout le temps, il y avait vraiment un public qui venait, c'était un théâtre, quoi. Et c'était super. Et après, j'ai fait une école publique, du coup, d'acteurs, qui était à Cannes et à Marseille, qui s'appelle l'ERACME. Et effectivement, il y a une exigence pour entrer dans ce truc qui est ouf et qui est très très dur humainement, je trouve. Et c'était à l'époque bien avant MeToo et tous ces questionnements de qu'est-ce qu'on est en train de faire et comment on le fait. Et moi, j'ai beaucoup de très mauvais souvenirs dans cette école. Et vraiment, on était une promo de personnes qui ne s'aimaient pas, on était extrêmement mal encadrés et que de la compète, quoi. Il y avait beaucoup de compète entre nous, grave. Et après, je m'y suis fait quelques amis qui sont toujours mes amis, effectivement. Et j'ai rencontré, il y a eu du réseau, etc. Mais c'est pas un hasard si, quand je suis sorti de cette école, le premier truc que j'ai fait, c'est concourir pour être ce qu'on appelait à l'époque élève comédien à la Comédie Française. Et qui est un espèce d'année bonus de formation d'acteurs là-bas, etc. Où là, j'ai retrouvé le truc de troupe de la première école. Qui était beaucoup plus lumineux et humain. Mais tout ça pour dire, effectivement, dans les écoles publiques, je sais pas comment c'est dans les écoles publiques de cinéma, mais j'ai une petite idée quand même, parce que j'ai des copains qui ont fait la Fémis, qui en sortent. Et il y a un truc, enfin, je veux dire, l'élitisme dans ce pays, dans les écoles publiques, c'est pas un 20 mots, quoi. Il y a vraiment un truc on est les meilleurs. Et je trouve qu'il y a une catastrophe, et j'irai pas jusqu'à dire que j'ai perdu du temps avec cette école, mais pas loin. Parce que le seul truc, en fait, que ça m'a vraiment apporté, c'est de me forger un caractère. Je dirais ça, et de savoir mieux ce que je voulais. Mais par rapport à ce que tu disais c'est pas une école, enfin, ne le prenez pas comme une école. Effectivement, ces lieux-là, pour les gens qui auraient envie de tenter le conservatoire, etc., enfin voilà, des gens qui voudraient être acteurs aussi, etc., effectivement, prenez-le comme un terrain d'expérimentation et un endroit où vous allez devenir à vous-même et où votre avis compte, et c'est vous qui faites l'école, et c'est hyper vrai, quoi. Et après, je pense qu'aujourd'hui, c'est différent, encore une fois, parce que il y a eu MeToo, il y a eu toutes ces choses-là où on s'éloigne un peu des gourous. Je sais pas comment c'était à l'ESRA, tu vois, mais... de toute manière, je pense que dans n'importe quelle école, à partir du moment où tu as des groupes qui se créent, il y a forcément des gourous, il y a forcément des petits mecs qui vont lancer leur petite boîte de prod, qui vont commencer à rameuter des gens. Non, puis parmi les profs. Et aussi parmi les profs. Ouais. Déjà, parmi les profs, de toute manière, forcément, je vais citer absolument aucun nom, mais on sait très bien qu'il y a des profs, que si c'était une meuf, la manière dont elle parlait, enfin, la manière dont le prof parlait était différent. Il y avait une espèce de le male gaze, genre se ressentait parfois chez certains profs, tu vois, leur regard un peu lubrique. T'en as certains, c'était carrément genre un peu vu comme des personnes qui allaient, si t'étais son poulain, tu savais que t'allais aller plus loin que les autres. Enfin, il y a vraiment eu ce truc de en fait, t'es dans une mini société où en fait c'est pas des profs. Je crois que j'ai vu dans mon école, il y a un prof qui est venu, qui a fait de la mise en scène, et dans cette mise en scène, il y avait un film, et je pense que c'était quelqu'un qui intervenait à l'ESRA, enfin j'en suis sûr à 99%, on en parlera après, mais c'était le type même. Pour le coup, c'était quelqu'un qui était plutôt intéressé par les garçons, et je pense qu'on sait de qui il parle. Et moi, c'était la première année où je suis arrivé donc à l'ERAC, j'ai vu le film de ce mec, et j'ai fait genre l'angoisse totale, enfin vraiment, où il y avait vraiment, il mettait en scène un couple de mecs, enfin c'était, ça transparaissait à chaque plan en mode ils sont trop beaux, ouais, fais ça, vraiment c'était très 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 gênant, affreux. Mais oui, non, de toute façon c'est aussi ça le truc, c'est comme on dit, c'est le début des premiers contacts, et c'est le début aussi on se rend compte un peu de ce que va être finalement, c'est terrible, hein. On aimerait bien que ce soit pas comme ça, genre personne n'a envie que ce soit ça, mais tu vois un peu comment va être le milieu dans lequel tu vas évoluer. C'est-à-dire, il y a des mecs, c'est des requins. Il y a des mecs, ça va être tes potes. Non, c'est pas tes potes, c'est des concurrents. Il va y avoir vraiment genre une espèce d'esprit de compétition. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie de faire cette émission. C'est genre, arrêtons cette espèce d'esprit de compétition de merde.
Genre juste, allez-y, on se serre les coudes et ce serait bien que ça commence dès l'école en fait. Ouais. Oui, d'autant plus qu'en plus, quand tu grandis, tu te rends compte qu'il y a de la place pour tout le monde, vraiment. Mais oui. En fait, il y a du travail pour tout le monde. C'est pas la peine de... T'es pas obligé de tirer dans le genou de ton pote pour réussir. Mais oui, bien sûr. Voilà. Peace and love. Mais oui, moi j'avais vraiment le souvenir, surtout en arrivant à l'école, parce qu'en plus l'ESRA c'est un truc où t'y vas pas forcément pour être réel, même s'il y en a beaucoup qui veulent devenir scénariste, réal, etc. Mais c'est, en gros, ça englobe à peu près tous les corps de métier, hors décoration, costume, on va dire. Et acteur. Et acteurs. À un moment, ils ont essayé. Ils ont essayé. Ça a pas tenu longtemps. Ça a pas tenu longtemps. Et même, j'étais en première ligne parce que c'est moi qui étais. Alors, j'étais nul au son, mais c'est moi qui m'occupais d'enregistrer toutes leurs tapes. Et ben, je peux te dire que même les acteurs, ils y croyaient pas. Ouais, ils étaient pas. C'était en mode genre vraiment le dernier. C'était pas fan, quoi. Ouais, mais tout ça pour dire que t'avais vraiment, en arrivant, cette espèce de truc de beaucoup de gens, surtout en première année. Après, les gens se répartissaient un peu plus, se rendaient compte qu'ils préféraient la photo, qu'ils préféraient le son, voire même certains se cassaient. Mais t'avais vraiment ce truc de je veux être le réal. Je veux être le réal. Il y a des films qui se font en fin d'année, des projets qui se font en milieu d'année, fin d'année, et c'est qui va être le chef de ces projets-là. Je trouve ça problématique, moi. Et en vrai, et moi le premier, alors sans jamais faire des coups de pute, on va dire, des coups de pute pour faire tomber quelqu'un ou quoi, mais j'avais le souvenir que même sur le premier projet de fin d'année, moi je savais que je voulais réaliser, je voulais faire ça. En première année ? Ouais, dès la première année. Et dans les autres années, c'est plus, entre guillemets, mieux fait, parce que tu arrives avec des dossiers de projets que tu mets en place, que tu présentes. Bon, après, tu penses que tu veux du jury ou qui choisit à la fin de l'école. Mais il y a un truc il y a des porteurs de projets, il y a, entre guillemets, un jury qui décide de qui va faire les films, et ensuite, ces gens-là embarquent des gens pour faire leur équipe technique. Mais en première année, il y a vraiment ce truc de vas-y, on est un groupe de 6, il y en a un, c'est des groupes de 7, groupe de 8. Qui est le réal ? Qui fait le projet ? Et donc, t'en as certains qui arrivaient avec leur scénario, puis parfois certains même qui arrivaient avec un scénario qui disaient mais moi je veux pas le réaliser, donc ça commençait à se battre en mode non, ce sera moi le réal de ce scénar et tout. Enfin, c'était compliqué. Et du coup, le premier film que j'ai fait, on le fait. Alors, j'ai eu la chance de faire le film que j'avais quand même coécrit, mais on était 3 ou 4 sur l'écriture. Ouais. Ok. On était 3 ou 4 sur l'écriture, et puis c'était. Il y avait un samedi, t'en avais 2 qui avaient avancé sur le projet entre 2 ouinges et 3 bières, et ensuite tu revenais le lundi en disant ah, il y a une nouvelle scène, ok, bon attends, peut-être on va la retravailler, je sais pas, ok. Et à la fin, on était quand même encore 2 à la coréale, et alors qu'on n'avait pas forcément de vrais atomes crochus en tant que coréal, quoi, simplement de vision artistique. Mais c'est vrai que de toute façon, je trouve qu'il y a déjà, à partir du moment où t'as 50 personnes, c'était quoi ? Ouais, c'était 50 personnes dans la section réelle en 3e année, et que tu te dis que t'en as 10 sélectionnés, c'est ça ? Même pas. Qui faisaient des films à la fin ? Ouais, je crois qu'il y en avait entre 8 et 10, un truc comme ça. Moi, je trouve tu vois, genre, pour moi, c'est si tu rentres en réal, t'es sûr de faire, tu payes pour faire un film, tu vois, entre guillemets. L'école, elle t'apporte des contacts, des trucs comme ça, mais je veux dire, même les écoles publiques, la plupart du temps, tout le monde fait son film. C'est-à-dire qu'il y a un truc de je trouve ça un peu dommage de ne pas laisser l'opportunité à tous ceux qui ont fait la section réelle. T'en as certains qui ont eu la sensation en fait d'avoir niqué leur année, quoi. Je crois qu'à la FEMIS, ils sont même obligés. Genre, si t'es en son, t'es obligé de réaliser quelque chose. Ouais, mais je trouve ça top. Moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça très très bien. Moi, c'est pour ça que je n'ai pas fait la section réelle, alors que je voulais être réel. T'as fait quelle section, toi ? J'ai fait montage. Parce que je m'étais rendu compte justement sur un film de 2e année où là, pour le coup, c'était vraiment plus chouette, puisqu'on était deux vrais potes qui avons écrit ensemble, réalisé ensemble. On a fait tout le projet comme on le voulait de A à Z, donc ça, c'était génial. Mais arrivé en salle de montage, on avait une monteuse qui... alors la meuf, elle connaissait super bien tous les logiciels et tout, mais par contre, en termes de portée artistique du montage... il y avait pas, elle n'était pas une force de proposition très grande, quoi. Et vraiment, j'ai eu cette sensation de je sais pas comment rendre mon film mieux. Je sais pas comment faire en sorte que mon film ressemble plus à un vrai film. Enfin, tu vois, j'avais ce blocage-là. Dur, hein. Et donc, je suis reparti justement à l'époque de ma colonie de vacances où j'étais sur Première ou dans mon lycée quand j'étais en spé audiovisuel où on faisait aussi un peu de montage et tout. Et j'étais en mode j'aimais vraiment bien faire ça, le montage et tout. Et comme c'est un peu
finalement, quand t'es monteur, si t'as de la liberté, t'es presque le deuxième réalisateur du film. Je me suis dit, j'en apprendrais plus en réal en faisant ça qu'en faisant juste la section réal qui était finalement une prolongation de ce que tu faisais déjà un peu en première et en deuxième année. Je suis assez d'accord. Et donc, quand est-ce que ça a débuté ce travail dans la réalisation? Genre vraiment, quand est-ce que vous avez mis un pied dans la réalisation? Donc toi, ça a été à l'école? C'est ça. Toi, Théo, ça a été à quel moment? Moi, ça a été juste après la Comédie Française, justement, où je suis sorti de là, j'avais une intermittence de ouf, parce qu'on avait travaillé comme des forcenés, toute proportion gardée, bien sûr, et on était juste avant l'élection de Macron. On était un an avant. Avant la bascule. Et avant la bascule. Et j'avais envie de faire des films depuis un moment. Ok. Et donc là, j'ai mis un peu d'argent de côté. Après, tout a été fait bénévolement, mais ne serait-ce que pour nourrir les gens, etc. Bien sûr, ça coûte cher. En fait. Et on est allé faire un film en found footage dans le Jura, qui s'appelle Neutre, qui est sur YouTube, et qui est hébergé par le collectif CAP, que je salue, qui sont des anciens de l'ESRA. Ouais. Tout se recoupe. Et ce premier film-là, le tournage s'est super bien passé. J'ai eu beaucoup de chance. C'était quand ça? C'était en 2016. Ok, d'accord. C'est si vieux que ça, le CAP? Ah bah le CAP, c'était avant même la fin de l'ESRA que ça a été fait. Mais je crois qu'à l'époque, moi, j'ai rencontré Nicolas Scardoni. Je sais pas si CAP avait été fondé ou si ça venait d'être fondé à ce moment-là. Je pense que ça venait de 2016, ça me paraît. Parce qu'on a fini l'ESRA en 2018. Ouais, je crois, quelque chose comme ça. Donc 2016, c'était première année de... Moi, je sais que j'ai commencé à bosser avec le CAP, qui d'ailleurs maintenant est terminé, ça y est, ils ont fini le projet très récemment. Je savais pas. T'étais désolé. Même pas non. Quel enfoiré. Tu remis des choses. Vous étiez super, les gars. Horrible. Et oui, c'était à peu près ça. Moi, c'était toute fin de l'ESRA où j'ai commencé à bosser, où j'ai fait stagiaire pour eux parce qu'il me manquait des heures de stage pour l'école. Justement, on devait faire des stages pour l'école. Trop marrant. Et donc, ils m'avaient engagé comme stagiaire et où j'avais fait le montage de ton deuxième film. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et donc, toi, Neutre, donc tu l'as réalisé en 2016, accompagné par CAP. Non, à l'époque, c'était pas eux. Ils l'ont hébergé plus tard. Mais, ok. Non, j'étais seul tout. Mais j'avais rencontré des gens un peu à droite, à gauche, et j'ai rassemblé beaucoup de personnes qui se connaissaient pas. Ok. Et même parmi les acteurs, et c'était des gens que je connaissais pas. Mais il y avait aussi genre mes parents, il y avait des copains de mon village. Énorme. Qui sont les meilleurs acteurs du film. Il est très chouette, le film d'ailleurs. Je le recommande. Je suis très envie de le voir. J'en suis content. Dans une certaine mesure, il y a vraiment des choses scénaristiquement où je suis là genre, dommage. Mais c'est un peu l'avantage et les inconvénients des films où tu fais ok, on y va. On l'écrit très vite et on le tourne très vite et on verra après. Bien sûr. Et je trouve que ça a eu, en tout cas pour ce premier film qui était du found footage, ça a eu vraiment des vertus parce que le found footage permet aussi que tu as vraiment une maîtrise sur ce que va rendre ton film immédiatement. Bien sûr. Quasiment immédiatement le tournant. Il y a très peu de montage. Enfin, tout est très clair. Là où le second, sur lequel Léo est venu en renfort, même en sauvetage, montage, fin de règne, et qui a été fait de manière... Enfin, je voulais faire un truc plus classique, mais je maîtrisais pas la grammaire du cinéma. Enfin, tu vois, je savais ce que c'était un chant contre chant, mais j'avais jamais rien fait de cet ordre-là. Où là, par contre, j'ai fait beaucoup plus d'erreurs et pas des petites. Et alors qu'il y avait beaucoup d'enjeux pour ce film-là, etc. Moi, je me suis retrouvé avec des premières versions de montage, mais le tournage s'est mal passé. Ouais, ok. Je pense à remettre dans le contexte parce que parfois le montage, s'il est compliqué, c'est parce qu'il y a un truc qui s'est passé au tournage. Bien sûr. Tu avais un film avec beaucoup de personnages, beaucoup de comédiens. C'était pour résumer l'erreur que j'ai fait. C'était vraiment vouloir faire un long métrage mais le faire rentrer dans un format de court oui d'accord, je vois. Ça je crois que c'est un peu une erreur très classique. Pour autant j'ai beaucoup de tendresse pour le film et pour ce qu'il raconte, etc. Mais c'est vrai que le montage du film a été beaucoup de sauvetage. Et je boucle sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'un monteur c'est souvent un deuxième metteur en scène. Là il y a eu j'ai demandé conseil à un monteur que je connais qui s'appelle Frédéric Bayesh, qui n'est pas un petit monteur. Et on a bossé, je lui ai montré le film, ça a duré genre 20 minutes, le temps de lui montrer une version du film,
et qui se pose sur le fauteuil, qui fait oui, alors attends, est-ce que dans tes rushs t'as ça, ça, ça? Oui, ça j'ai pas. Ok, bon bah alors avec ça, tu mets ça là, tu fais ça, tu fais rebondir ça, truc. Et c'était incroyable. Vraiment, c'est le Père Noël quoi, tout à coup qui arrive et qui te sauve les fesses en mode bon bah tiens, voilà, clac clac, on fait comme ça, truc. Ça commence à tenir Putain, c'est génial. C'est là où tu vois l'importance du montage. Puis de l'intelligence artistique effectivement de la personne qui monte quoi. Enfin et Frédéric qui travaille avec des grandes réalisatrices etc. Puis il me raconte les embrouilles, mais les débats qu'il y a avec les metteurs en scène, tu vois, qui s'accrochent à des trucs, en même temps qu'on raison aussi, parce que c'est dur de faire le deuil. C'est hyper difficile d'être réel, mais tu vois, c'est des débats quasi philosophiques à la fin sur ce qu'il faut faire du film. Et, bien sûr. Non, c'est passionnant, quoi. Parce que parfois tu changes complètement l'histoire. Bien sûr. C'est pas qu'un peu. Et c'était quoi votre premier vrai projet? Je mets des guillemets. C'est votre premier projet où vous vous êtes dit, là, je rentre dans un game. Là, je suis en train de faire quelque chose et c'est autre chose que les autres projets. Moi, je pense que c'est le deuxième film dont je te parlais tout à l'heure, qui était resté un film de deuxième année étudiant, tu vois, mais où on avait déjà quand même une caméra Sony je sais plus combien. FX3. FX3. FX6, bon, je sais plus. Ouais. Où on avait des chouettes décors, on commençait à avoir plus de matos, et là ouais, ça commençait déjà. Et puis ensuite en troisième année aussi où vraiment, là pour le coup j'avais pas réalisé, mais j'avais fait ce qu'il y a de plus proche de réal, c'est-à-dire assistant réal sur un film et monteur sur un autre film, et où pareil, là on avait surtout sur celui où j'étais assistant réal, on avait eu beaucoup de budget pour un court-métrage étudiant. Ok. Parce que le film avait été financé par Isabelle Marant. Ne me demandez pas pourquoi. Je te vois étonné, Théo. Personne. Et même si le film n'était pas du tout une réussite pour énormément de raisons, et on avait quand même tourné dans des grands studios. C'était un film de boxe. On avait un maquilleur SFX. Je vois Louis qui... C'est avec Manu. Avec Manu. Je vois très bien. Qui joue le boxeur. Ah oui. Ouais. J'ai fait des voix sur ce court-métrage. T'as fait des voix? Regardez. J'ai fait des voix. Regardez. Ah là là. J'ai fait genre les voix du mec qui fait les annonces. Ah bah... Peut-être qu'ils les ont pas utilisées. C'est possible qu'ils les aient pas utilisées. C'était Jérémy Lécard? Non, c'était pas lui. C'était Scardoni qui m'a fait enregistrer. C'était Scardo qui s'était occupé de la post-prod. Ah, oui. Et enfin bref, tout se recoupe entre nous, c'est fou. C'est dingue. Et non, donc pas une grosse réussite ce projet, mais quand même. Mais ce truc en deuxième année qui a été ton premier projet où tu t'es retrouvé sur le plateau, tu te dis là c'est un autre game, là c'est un truc qui se passe. Là faut pas déconner. Là il y a pour le coup même. Tu sens l'enjeu. C'est ça en fait. Ok. Tu te dis il y a quand même un petit budget, même si c'est tout à fait. Modeste, on va dire, au vu des finances d'un vrai budget ciné, etc., qui se compte en millions d'euros, mais où tu as quand même... si tu comptes le matos... Si tu comptes le matos, etc., tu es quand même sur un projet qui est au moins à 15 000, 20 000 balles. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, ouais, tu commences à... Bah ouais, imagine... Oui, en fait, lequel? C'était celui avec le violon, la fille qui fait du violon, d'accord. etc. Et puis il faut imaginer que là on parle de si on loue le matos, les lieux, les trucs, si tu rajoutes les gens que tu devrais payer, ouais. Là les 15 000 tu les fais péter. Hein, là, mais largement, t'as un film à 50 000 euros. Large. Facilement. Et encore, c'est 5 jours de tournage, donc oui. Avec une équipe de facile 10-15 personnes. Ouais. T'es en troisième année, on était, moi je me rappelle sur le film de Jérémy, Sous les cendres. Ouais. Je pense qu'on était 40. T'as des équipes. 40 personnes quand même pendant 4-5 jours. C'est balèze, quoi. C'est gros budget. Et toi, donc Théo, le film où tu t'es dit waouh, là, un changement, je me retrouve sur un plateau, il y a un truc qui change là. C'est le troisième court-métrage que j'ai fait qui s'appelle Gros Titre, qui a été créé pendant le Covid avec la compagnie de théâtre avec qui je travaillais beaucoup à l'époque, qui s'appelle le Royal Velours. Et donc ça a été pareil, écrit très rapidement, etc. Ça raconte le fiasco de la presse française quand on a cru qu'on avait attrapé Xavier Dupont de Ligonnès. Ok. Et on a tourné tout ça, a été tourné dans un théâtre, un gros théâtre avec pas mal de machinerie, etc. Et donc on avait aussi à disposition des équipes techniques, etc. On a loué du matériel, mais c'est la première fois
où j'étais avec une équipe globalement de confiance Ok. et où j'ai commencé à vraiment avoir ma méthode de travail en tant que réal, qui en gros consiste à tout storyboarder moi-même. C'est tellement bien ça. Et donc je le faisais encore sur papier à l'époque, tu vois, et donc je faisais mes petites BD et c'est marrant parce les gens rigolaient un petit peu en mode oui, c'est sympa, merci. Mais en fait, c'est une assurance. Mais bien sûr. Et c'est quelque chose que je n'ai pas pu faire sur le projet suivant, qui était beaucoup plus gros, que j'ai pas eu le temps de faire parce qu'on n'avait pas assez de prépa, etc. Et ça a été fatal pour moi de ne pas pouvoir en passer par là. Mais ce troisième court-métrage, en tout cas, j'en suis hyper fier parce que on a pu tester des choses vraiment de mise en scène un peu audacieuse. Que tu avais déjà prévu à l'avance. Ouais. Ça, c'est cool. Puis c'était très joyeux parce que c'était une période d'inactivité, puis tout à coup, on va faire quelque chose. Et puis, il y avait du défi pour tout le monde. Il y avait beaucoup C'était une troupe d'acteurs avec qui je travaillais beaucoup, mais quand même, on leur a demandé des choses pas simples. Et puis, à la technique, on a proposé, et puis on voyait que les gens étaient très contents de faire des trucs où la caméra passe à travers le plateau. Des choses qui devraient coûter beaucoup plus cher si on les faisait exactement dans les règles du métier, etc. Sauf que là, c'était à la fois à la débrouille, à la fois un peu financé. Je crois que le budget, c'était 60 000 euros à l'époque. Et on a fait un film qui devrait en coûter 200 000 facilement, j'imagine, quoi. Mais après, c'est toujours comme ça. J'entendais parler de budget là tout à l'heure. Le gros projet sur lequel ça a été beaucoup plus compliqué pour moi, le budget était de 200K, je crois. Et c'est dérisoire comparé à ce qu'on a fait, tu vois. C'est toujours... Le budget total, c'était 200 000 ? Ouais. Mais sur celui-là, t'étais plus, c'était un projet, pas de commande, mais... Si, c'était un projet de commande. C'est ça, c'était un projet de commande. On est venu te chercher en tant que réal. Ah, c'est genre... c'est qui t'as contacté ? C'est les porteuses de projets qui m'ont contacté un peu en catastrophe parce qu'elles ne trouvaient personne. Et le truc allait se tourner très rapidement. C'était genre, le scénario était écrit, on est venu te voir. Non, le scénario n'était pas écrit. Genre, c'était une adaptation de théâtre, enfin d'un objet théâtral qui devait être adapté pour l'écran. Et on a eu une semaine de prépa sur place. Quoi ? Et après, c'était feu. Et puis c'était pas tout petit en plus. C'était pas tout petit en plus. C'était énorme, il fallait tourner 15 minutes utiles jour. Ouais. C'était l'enfer. Voilà. Pardon ? Ouais. Voilà. Mais ce qui est en train de devenir la norme en vrai. J'exagère à peine, mais... Parce que c'était quoi ? C'était un long métrage le truc ? Non, c'était une série. Et donc c'était... on y allait la fleur au fusil. Et après, moi, j'ai fait des rencontres merveilleuses sur ce plateau. Et je m'entends par exemple très très bien avec le producteur qui est... Je sais pas s'il a envie que je dise son nom, du coup, je pense pas. Mais voilà, qui est super et qui est quelqu'un justement d'extrêmement aventureux. Tu vois, on a l'image du prod très... Ouais, très frileux. Très c'est carré, c'est comme ça, machin. Et lui, c'est vraiment un aventurier, cette personne. Mais effectivement, du coup, j'ai pas eu le temps de faire ma prépa comme d'hab. Je me suis retrouvé piégé. Piégé à certains endroits. Vraiment à se sentir effectivement je peux plus rien faire, quoi. Et il t'avait contacté parce qu'il y avait le lien avec le théâtre, c'est ça ? Ouais, absolument. Okay. Parce que le gros titre, le court-métrage précédent, c'était le même exercice. Sauf qu'on avait pris le temps d'écrire quelque chose pour l'image avec gros titre, donc c'était... D'accord, voilà. ok. Mais c'était aussi, tu vois, c'était un film qui est tourné dans un théâtre, qui utilise certains codes du théâtre, même si c'est un film, c'est cinématographique, etc. Mais effectivement, ça collait sur le papier. Et vraiment, ça aurait pu. C'est une affaire de manque de temps, des choses qui se font de manière extrêmement précipitée, et tu te retrouves et tout le monde est un peu coincé, mais il faut quand même le faire. Et en même temps, ça a été le truc le plus formateur de ma vie. Donc, je suis content de l'avoir fait. Et tu as été rémunéré donc, sur ce projet. Ok. Et ben on va passer à... c'est un peu l'étape d'après. C'est quand je disais vrai projet, est-ce que vous avez... donc, toi j'imagine que oui, Théo, t'as déjà été rémunéré pour ton travail en tant que réalisateur. C'est vrai que là, autour de cette table, tu ne vis pas, personne ne vit encore actuellement de 100% de son métier de réalisateur. Mais est-ce que vous vous sentez légitime en tant que réalisateur ? Quand est-ce que vous vous êtes senti capable de dire que vous étiez réalisateur ? Tu veux commencer ? Oui. Moi, je pense que c'est... Parce qu'en fait, on coécrivait et co-réalisait tout avec un ami, donc.
Alexandre Coty, si tu nous écoutes, bonjour. Avec qui je suis toujours très ami, il n'y a aucun souci, mais la seule chose, c'est qu'il est retourné pour plein de raisons. Lui vient de Corse, donc il est retourné vivre là-bas depuis 2 ans, donc matériellement, tu peux pas continuer à coécrire et co-réaliser des projets d'aussi loin. C'est compliqué. Donc il y a un moment donné, j'ai eu un petit passage à vide de comment je fais ? Je sais pas faire moi tout seul. À chaque fois, j'avais toujours fait à plusieurs, et comme ça, tu t'entraides. D'ailleurs, je recommande vachement aux gens qui commencent de faire à plusieurs, parce que tu as un truc où tu te tires vers le haut, enfin, si tout se passe bien, où tu te tires vers le haut et t'apprends ensemble, et comme ça, t'as quelqu'un avec qui échanger, et pas juste être dans ton coin et te dire t'autocritiquer, c'est super dur. Est-ce que je fais un truc, ou alors est-ce que je fais un truc génial alors que c'est tout pourri, enfin. Et c'était en fait, moi c'était sur un icône que j'ai fait maintenant il y a 2-3 ans, où je l'ai vraiment fait en me disant, allez, là t'as une idée qui te plaît, tu peux la faire rapidement, tu peux rapidement trouver des comédiens, une équipe pour le faire, tu le fais, tu mets un peu de sous dedans, mais rien de délirant en plus, genre 1500 balles, tu vois. C'est vraiment rien. Pour ceux qui nous écoutent, 1500 €, c'est vraiment, tu sais que c'est un budget où c'est juste, va y avoir un peu de prêt de matos et tu fais manger les gens. Voilà, c'est vraiment et les minimum. Costumes à la limite. Et les costumes à la limite, ouais. Et encore, faut un peu négocier, tu vois. Parce que moi, c'était des costumes de flics, fallait les louer et tout. Et pareil pour le décor, faut se faire prêter un max, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc on a, puis je sais plus, j'avais peut-être 500 € aussi qu'on m'avait passé de récolte un peu crowdfunding et tout. Ouais, non, quoi que c'était 1500 € en tout. Enfin bref, on s'en fout. Et donc ce projet-là, je l'avais fait vraiment tout seul en me disant, allez, fonce, t'en sais rien. Et puis même une fois le projet fini et tout, j'étais là, mais est-ce que c'est bien ? En plus, c'est plutôt comédie, donc j'étais en train de me dire, est-ce que il y avait Théo d'ailleurs dedans qui jouait un rôle totalement muet, mais qui a aussi marqué à sa le meilleur personnage. Mais on m'en reparle encore, hein, d'ailleurs, en disant, ce mec-là dans le fond, il est incroyable. Et pas à moi de le dire. Et oui, ce projet, donc ça m'a. En fait, quand je l'ai sorti, je me disais, j'ai même dit aux gens qui le voyaient, bon, si ça vous fait pas rire, tant pis, c'est pas grave. Mais c'était un peu ta première tentative pour en gros vraiment te sentir. C'est genre. J'avais un truc à raconter, je l'ai raconté, et en fait, il se trouve que les retours ont été super bons. Et après, ce projet a donné d'autres choses, mais je pense que c'est là la première fois où je me suis dit, ah ouais, ok, t'as fait un truc et t'es légitime à le faire. C'était. Je trouve que ce qui est très fort avec ce projet, et c'est pas parce que je suis dedans que je dis ça, mais t'as réussi à maîtriser les codes de la comédie found footage, je sais pas quel nom. Non, du documentaire. C'est documentaire le terme. The Office. Voilà, mais du coup, quand tu dis documentaire, les références, elles sont américaines et anglaises. Et en français, on a beaucoup de mal à faire ce truc-là. Ouais, c'est vrai. Et là, c'était réussi. Est-ce que vous savez que The Office a une version française? Bien sûr. Oui, avec François Berléand. J'ai essayé de regarder le premier épisode. C'est dur. C'est une horreur. C'est très dur. Et je pense qu'on n'est pas fait pour ce tuer. Moi, The Police, pour moi, c'était la preuve que ça peut fonctionner, parce que ça fonctionnait, quoi. Mais je pense que c'est parce que ça a été adapté. Je trouve que l'adaptation a été bien faite. Alors oui, en fait, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est pas qu'on n'est pas fait pour ce genre d'humour, c'est juste qu'en fait, il fallait c'était une mauvaise. Je vais être honnête, hein, moi, franchement, j'ai passé, quand je faisais ce projet, même après avoir commencé à l'écrire, je regardais The Office tous les jours, pour capter, notes, bien en sûr. me disant pourquoi c'est marrant, enfin, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui fait que ça fait rire, ou même que ça gêne, parce qu'il y a des gens qui sont pas fans du tout de ce genre d'humour et qui sont mal à l'aise face à The Office. Mais au moins ça provoque quelque chose chez les gens, et ils sont pas juste affligés devant François Berléand qui sort de la gelée avec une agrafeuse dedans là. Oh là là. Mais il y a Jérémy Elkaïm qui est vachement bien dedans. Il fait qui? Il fait Jim. Il fait l'équivalent de Jim. Ouais. C'est vrai. Et il est très bien dedans. C'est vrai qu'il y a... Mais de toute manière, je pense qu'il n'y a pas de. C'est juste l'ambiance générale. Tu sais, il y a ce truc un peu. C'est un peu comme le The Office anglais n'a rien à voir. Oui. Le gym le gym anglais. C'est comment il s'appelle? C'est Martin Freeman qui c'est Martin Freeman. Freeman. Je l'ai jamais regardé, mais c'est genre vraiment, c'est
pas du tout le Jim un peu sûr de lui qui fait des blagues. C'est vraiment le petit anglais un peu mal à l'aise qui dès qu'il tombe sur la fille qu'il aime bien, il est super timide et il fait des bêtises. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. C'est là où tu vois le travail d'adaptation aux États-Unis qui a été très fort, tu vois, de prendre un Jim complètement différent. Ils sont adaptés aussi aux comédiens qu'ils ont choisis et pas essayer de faire rentrer des carrés dans des ronds, comme je pense que ce qui a été l'erreur énorme du The Office, enfin de Le Bureau, parce que ça s'appelle comme ça. Putain, ils l'ont appelé Le Bureau. Ils sont vraiment pas fait chier. Ça a été de vouloir faire rentrer des triangles dans des carrés Ouais, très juste. Il paraît que la version Arabie Saoudite est vraiment très 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 marrant. D'accord. Je suis très curieux de la voir. Alors je sais pas si c'est Arabie Saoudite ou alors Inde, il y en a un des deux, mais il y en a un, c'est vraiment genre celui qui joue, comment il s'appelle, le taré, celui qui fait du kung-fu. Dwight, celui qui joue Dwight, il a il a une tête de psychopathe, il est super marrant. Quand il fout le feu au bureau, c'est très très marrant. En fait j'ai juste vu la scène du moment où il fout le feu au bureau. Et vraiment, genre, tu te vois dans ses yeux, il joue tellement bien le mec. C'est très, 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 très drôle. Mais je pense que ça rejoint ce que Léo dit, c'est-à-dire que les gens qui réussissent cet exercice, ils travaillent très étroitement avec les acteurs. Bien sûr. Et un autre exemple qui me vient, moi, c'est Parks and Recreation. Complètement, ouais. Complètement. Tu sens, entre la saison 1 où les acteurs débarquent et la saison 2, où ils ont été renouvelés, et que ce travail a pu être fait. C'est ultra criant sur Nick Offerman et sur comment il s'appelle, Chris Pratt, qui est devenu le pire acteur entre temps, qui est devenu pour moi un acteur affreux vraiment. Depuis qu'il fait des trucs à Hollywood, c'est abominable, mais spécifiquement dans Parks and Rec, il est brillantissime, et Nick Offerman n'a pas cessé d'être brillant, mais tu sens que c'est eux qui écrivent avec les scénaristes, avec les prods, etc. Et puis qu'il y a le temps pour faire des impros et que machin, et que ils ont eu l'occasion. Et c'est rare. Et en France, on a vraiment ce problème-là. Et ça reboucle sur ce qu'on disait sur les écoles, où je crois que c'est vraiment pas appréhendé. Normalement, si un acteur ou une actrice fait bien son boulot de préparation, elle a mieux compris au moins le personnage que toi, que le réalisateur. Je suis complètement d'accord. Elle a mieux compris le scénario, le film. Et ça se vérifie sur d'autres postes, je crois. Je pensais au compo. Ouais. Mais je pense que déjà, à partir du moment où c'est vrai que t'as l'acteur qui te dit je pense que le personnage, il fait pas ça. Déjà, et je pense qu'avec un réal qui va te regarder, qui va faire si, il fait ça. Et tu sais qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de dialogue. Parce que le truc, c'est que je pense qu'il y a aussi une conversation à avoir. Parce que quoi qu'il arrive, si la personne, elle dit qu'elle a mieux compris le film que toi, le plus important, c'est pas de dire non. C'est juste de dialoguer, parce que peut-être qu'elle a raison. Peut-être qu'elle a tort, mais en tout cas, juste communiquer pour faire en sorte d'évoluer tous les deux. Oui, mais je pense qu'en plus, l'actrice va pas juste dire elle fait pas ça, elle va proposer quelque chose. Mais bien sûr, oui. Et sans doute que ce sera mieux. C'est là où, en tant que réal, t'as intérêt à savoir gérer ton ego et à savoir dire je tenais beaucoup à ça, mais peut-être que t'as raison. Enfin, tu vois. Mais moi, je l'ai vu ça quand je bossais à la Comédie Française. On a créé Roméo et Juliette, et l'actrice qui jouait Juliette a fait, entre guillemets, chier le metteur en scène sur un truc, sur une scène, en disant non, c'est ci, c'est ça. Le gars s'est énervé, mais après il a eu l'intelligence de venir dire tu avais raison. Et les actrices ont toujours raison dans ces cas-là. Très intéressant. Et toi, dans ton cas, Théo, quand est-ce que tu t'es senti légitime de t'appeler réalisateur, de te considérer comme étant réalisateur? Pour être honnête, vu que j'ai fait des erreurs, vraiment, en tant que réal, il y a souvent des moments où je me dis peut-être que t'as cru que, mais en fait non. Mais quand bien même j'ai des doutes et des aterroiements, etc., en vrai, je pense que tout le monde s'en fout que t'aies des doutes de réalisateur, et surtout, je pense que tous les réalisateurs et toutes les réalisatrices ont plus que des doutes, tu vois, complètement. Et surtout, même des gens extrêmement carrés, expérimentés, font des erreurs, mais à 60 ans de carrière, tu vois. Donc, vraiment, je pense à... Tant pis pour lui, mais parce que je l'aime beaucoup. Alexandre Astier, le film Kaamelott, et je trouve pas très bien réalisé. Pour autant, c'est quelqu'un qui sait absolument ce qu'il fait, qui a une science de la rythmique, de la technique, de l'histoire, de ce qu'il raconte, etc. Il a tout ce qu'il faut où il faut. Il y a des choses qu'il n'arrive pas à maîtriser. Et pour moi, ça, c'est vraiment la preuve par A plus B. Je suis totalement d'accord avec toi sur ce film. Pourtant, j'adore Alexandre Astier, et d'ailleurs, c'est là où tu vois, je trouve qu'il a vraiment un génie d'écriture, même de direction d'acteur,
Et quand tu vois des films comme les Astérix et Obélix en dessin animé, tu te dis c'est bien qu'il ait un coréal avec lui, qui soit là pour cadrer les choses et peut-être même aller chercher le découpage. Enfin, je sais pas dans quelle mesure ils travaillent chacun sur quel domaine, etc. Mais quand tu sens sur Kaamelott qu'il est en total roue libre, il fait ce qu'il veut. Ouais, le film empathie, et t'as des séquences qui mériteraient d'être coupées. Moi, quand je suis sorti de Kaamelott, j'avais mal au crâne. Moi aussi. Ouais, c'est simple. Moi, je trouve le seul moment du film où vraiment tu te dis ça vraiment il sait. C'est un moment ultra musical de quand les Burgonde, c'est ça, se met en place par la musique. Et que du coup, c'est un travail qui est calqué sur la super partition musicale qu'il a fait pour le film. Vraiment, c'est brillantissime. Bah là, en plus, il se permet, il y a des top shots au drone ou à l'hélico, je sais pas. Enfin, il y a toute l'artillerie. Et ça, c'est parfaitement maîtrisé. Le reste, vraiment, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Eh bien, écoutez, ça va être le moment anecdote. C'est le moment où vous allez nous raconter donc une anecdote à vous. Donc nous, on préférait que ce soit une anecdote à vous, mais si vous ne vous sentez pas de nous partager donc une anecdote qui vous est propre, vous pouvez nous raconter donc une anecdote que vous trouvez pertinente d'un réalisateur que vous appréciez. T'en as ou J'ai une idée, mais je suis pas encore sûr et certain. Je meuble. Vas-y Théo. Si t'en as une déjà plus. J'en ai deux petites. C'est sur le tournage de Fun Rain, donc mon second, où ça s'est pas bien passé. Mais c'était un tournage où, quand on a tourné une énième scène de nuit, qui s'est bien passé, mais où c'était la cata, enfin où c'était on était très en retard, très en retard, et il commence à pleuvoir. Les acteurs, et il y avait des acteurs de la Comédie Française parmi eux, étaient les premiers à venir aider à démonter le matos lumière, et machin, etc. Et c'est absolument, ça m'a beaucoup ému en fait. Je me suis dit c'est l'horizontalité dans une équipe, c'est quelque chose qu'on fantasme et qui selon moi n'est pas possible, mais là il y a une entraide. Je pense que il y a des moments, il y a des moments où ça arrive. Il y a des moments où il faut genre et en vrai c'est merveilleux. Et la seconde, c'est sur le fameux projet dont on ne dira pas le nom, où je me suis fait très très copain avec l'ingénieur son, qui est toujours un ami et avec qui je veux bosser, et qui faisait semblant que les prises son étaient ratées pour que je puisse avoir quelques prises en plus et bricoler des trucs ensuite. Et bref, un génie. J'adore ce mec, qui est en plus un excellent ingénieur son. Appelez-moi pour que je vous donne son 06. À toi. Alors, j'ai une anecdote. On va prendre l'anecdote plutôt en tant que réal. C'était sur le projet de deuxième année. On tournait 5 jours, et pendant les 4 premiers, on était dans un appartement haussmannien au dernier étage d'un immeuble près du Trocadéro, avec vue sur la Tour Eiffel et tout. Donc, bref, on était dans des conditions folles. Et après, on avait juste une séquence où on devait tourner au théâtre du Ranelagh. Et pour cette séquence, on avait un steadicammer, c'était un plan séquence en steadicam avec le personnage qui rentrait sur scène, le steadicam qui suivait tout autour, donc toute une chorégraphie. On avait ramené une pianiste, des violonistes et tout pour avoir, c'était un truc musical, on avait besoin de beaucoup de monde. Et donc on avait tout ce truc-là, et en fait on avait ils étaient adorables, ils nous ont laissé tourner gratos dedans, mais on n'avait que 3-4 heures pour faire rentrer tout le truc. Vraiment, entre le moment où on arrivait et le moment où on était parti, il n'y avait plus rien, c'était juste 4 heures. Donc, ce qui est ridicule pour tourner un truc comme ça. Oui, bien sûr. Et donc, vraiment, on fait le truc, on le met en place. Le Steadicammer, pareil, qui est venu pour que dalle avec son matos. Je sais pas, on a dû filer 100 balles. C'est pareil, c'est rien pour un Steadicammer. Et donc, on fait toute la séquence, on tourne on le fait 1 fois, 2 fois. Puis en plus, il faut gérer le point sur ce genre de truc qui bouge beaucoup. Donc, fallait y aller. Et la SCAM, en plus, la SCAM, c'était un deuxième année. Il devait faire le point, gérer la cam, tout ça. Et donc, on le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je pense au bout de la 6-7e fois, on commence à se dire, là, on est pas mal, il nous reste qu'1 heure. On voulait juste faire un contre-champ sur un personnage qui était dans le public. Et ça, on se disait, on le fera beaucoup plus vite, c'est pas grave, on fait notre plan de Steadicam. On regarde les prises, la 6-7e prise. Enfin, on demande à la SCAM de nous montrer les prises. Et là, il ouvre le menu de la caméra et tout. On voit pas, voit pas les rushs. Mais ils sont où?
Je sais pas, c'est Steadicammer, non, qui appuie sur Rec. Ah putain. Ah bah non, c'est la SCAM qui appuie sur Rec. Ah l'enfer. Là, tu fais... Oh non. Ça veut dire qu'il nous reste 1 heure. Et donc là, en fait, il nous reste 1 heure pour juste... le plan, on l'oublie, et il nous reste juste le temps pour faire... Donc on a fini, heureusement, comme on a été déjà pas mal rodé sur la chorégraphie et tout, on a réussi à refaire 2 ou 3 prises et en avoir au moins une qui marchait. Mais la descente d'organes que tu te tapes en plus, c'est le dernier plan du film. C'est-à-dire que vraiment, si ce plan n'était pas tourné, on n'avait pas de fin. Ou alors, il fallait la broder, je ne sais pas comment, au montage. Mais c'était une petite descente d'organes. Est-ce que vous avez un petit conseil, en quelques mots, à donner à quelqu'un qui voudrait devenir réalisateur ? Ce serait un peu prétentieux. Moi, j'en ai plein. Mais... non, c'est de le faire, c'est d'en faire le plus possible. C'est de tenter pratiquer, des trucs, de pratiquer. Et de pas sous-estimer ce que peut apporter une actrice ou un acteur au film. Voilà. Et c'est un acteur qui vous dit ça. Donnez-moi du travail. Et moi, je pense que ce serait... C'est une phrase un peu bateau, mais... En gros, c'est le seul refus, le plus gros refus qu'on puisse prendre dans la tronche, c'est celui qu'on se donne à soi-même. C'est-à-dire, c'est ce truc de se dire « Ah, je suis pas capable de le faire. Ah, je peux... » Je sais que c'est hyper bateau de dire « Allez, il faut y aller, tu peux le faire, il faut croire en toi, etc. » Oui, mais c'est vrai, quoi. Mais je me suis moi-même pris un peu cette petite leçon il y a pas si longtemps où j'ai refait un Nikon il y a 2 mois et vraiment je me suis juste dit vas-y, tu fais un Nikon, tu sais pas de quoi tu parlais, le thème c'était le feu, tu le fais, tu fais ton exercice et puis let's go et tu mets un peu de sous dedans, tu y vas, tu le fais. Le truc on l'a fait en 1 mois et demi, on a eu qu'1 jour de tournage, j'aurais voulu faire plus de trucs et tout, mais bref, avec les conditions possibles, je l'ai fait comme ça. Et finalement j'ai été pris dans les 50 finalistes du Nikon, tu vois. Trop bien. Bravo. Donc c'est ça. Et j'ai eu un truc de en fait finalement juste sortir un peu les doigts pour faire ton projet, ça paye derrière parce que t'as quand même une certaine gratification, une certaine gratification et puis après on sait jamais, et surtout on ne sait jamais ce que ce genre de projets peuvent t'amener derrière. En termes de rencontres, t'en sais rien, mais toi tu parles d'un ingé son, mais ça peut être un compositeur aussi. Tous les gens avec qui je bosse. Tu te retrouves à avoir un ami qui appelle un ami pour faire venir quelqu'un, et en fait ce quelqu'un, tu vas bosser avec toute ta vie, quoi. Enfin, donc c'est vraiment faites. Pour faire un film, il faut un truc qui filme. Exactement. Comme le poète. Eh bien écoutez, merci beaucoup les gars, merci d'avoir participé à E-Action. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la page Insta d'Oxyde de Fer. C'est grâce à eux que cette émission a pu voir le jour. Merci à moi, parce que Flo n'est pas là aujourd'hui, donc c'est moi qui ai dû gérer le son. Merci à la SSCD pour les locaux et merci à Cherico pour leur délicieuse chicorée qui nous accompagne à chaque émission. Merci à tous les auditeurs qui nous écoutent, et si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Salut. Salut, bonne soirée. À bientôt.